Alors maintenant que nous avons au moins intuitivement compris que le champ magnétique résulte de la transformation par la relativité du champ électrique, donc nous admettons maintenant son existence, et nous allons considérer un de ces effets, c'est la force de Lorentz, qui va être une réinterprétation de la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, par transformation du champ électrique. Donc on va considérer qu'on a ici une particule de masse m et de charge q qui a à un instant donné un vecteur vitesse v. Donc on va considérer que q joue ici le rôle, mettons, de q2. Donc q1v divisé par 2 fois 4pi epsilon 0 c carré fois r carré, c'est la source d'un nouveau champ qu'on appelle champ magnétique. Et comme vous le constatez ici, la particule Q, ici Q2, subit une force qui provient du champ magnétique créé par la particule Q1 qui elle-même a une vitesse. Et cette force est une force dite de Lorentz, qui s'écrit Fl, est égale à Q, V, vectoriel B. Et je répète, ce champ B, en fait, il est construit par Q1B sur 8pi epsilon 0 c carré fois r carré. Ça, c'est la force de Lorentz qui suppose que la particule est animée d'une vitesse. Si V est nul, il n'y a pas de force qui s'exerce sur elle. Et donc ça, c'est à mettre en regard de la force de Coulomb, Fc est égale à Q. Si bien que la force totale que subit une particule de charge Q quand elle est plongée dans un champ électromagnétique, c'est évidemment la somme de ces deux forces, Q, facteur de E, plus V vectoriel. Alors ici, a priori, vous connaissez, on va juste faire un rappel rapide. V, le premier opérande, pouce, B le deuxième, l'index, et V vectoriel B est donné par le majeur. Mais avec la main droite. N'oubliez pas, c'est la règle de la main droite. Alors pourquoi pas la main gauche? Eh bien, nous verrons que nous utilisons la main droite par pure convention. C'est une pure convention. Historiquement, on a choisi la main droite, on aurait très bien pu choisir la main gauche. Alors évidemment, si on choisit la main gauche, vous allez me dire que la force de Lorentz change de signe. Parce que V vectoriel B avec la main gauche et V vectoriel B avec la main droite, ça donne deux vecteurs qui sont opposés. Mais ça, c'est lié au fait que B, lui aussi, il résulte d'un produit vectoriel qu'on verra un peu plus tard dans le chapitre suivant. Et par conséquent, quand on applique deux fois la règle de la main droite, ou deux fois la règle de la main gauche, en fait, la force finale, elle, a toujours un sens qui est parfaitement défini et parfaitement observable. En fait, le champ magnétique B n'est pas une quantité qu'on peut vraiment observer. Il est défini moyennant son intensité, moyennant sa direction, mais le sens qu'on donne à B, ce sens-là, il est conventionnel. Et faire un choix d'une des deux mains, main droite ou main gauche, est une pure convention. Alors, bien sûr, nous allons l'utiliser. Ce n'est pas pertinent de travailler avec la main gauche, mais si un étudiant faisait tous les calculs systématiquement dans tous les problèmes d'électromagnétisme, systématiquement avec la main gauche, alors il aurait des champs B qui seraient entre guillemets faux au sens où ils ne sont pas cohérents avec la main droite et avec ses camarades ou avec ce qu'il y a dans les livres. En revanche, les quantités physiques observables, les forces, elles, seront systématiquement bonnes parce que les forces résultent de deux applications successives de deux produits vectoriels. Et ça, qu'on le fasse avec la main droite ou avec la main gauche, ça donne toujours les mêmes résultats. C'est l'application d'un seul produit vectoriel qui dépend donc d'une des deux règles, main droite ou main gauche. Alors j'espère que c'est clair. Un peu plus tard, dans un chapitre à venir, nous montrerons que l'on utilise la main droite ou la main gauche
pour les quantités observables comme les forces, on obtient in fine les mêmes résultats. Mais pour l'instant, si vous ne voulez pas réfléchir sur cette subtilité, on applique la règle de la main droite. Donc V vectoriel B, ça donne la force, évidemment pour Q positif. Si la charge Q est négative, alors avec V vectoriel B, V vectoriel B est orienté par le majeur, et comme Q est négatif, on aura une force qui sera dirigée vers le bas. Donc il faut bien prendre garde aux signes algébriques, plus ou moins de la charge Q, pour décider si la force de Lorentz est dans un sens ou dans l'autre. Donc, je répète, on s'est contenté ici de donner la définition, et cette définition, c'est une reformulation de la transformation relativiste de la force de Coulomb, qui fait apparaître, certes, la force de Coulomb des particules immobiles, mais qui fait apparaître un nouveau terme qu'on interprète à présent comme étant l'effet d'un champ magnétique sur la particule chargée, dès lors qu'elle possède une vitesse. Alors, nous allons tout de suite regarder un peu les effets d'une telle force de Lorentz dans des problèmes assez classiques, et nous allons voir aussi un peu, en fait, des applications scientifiques que les ingénieurs ont réalisées depuis quelques décennies pour tirer parti de cette force de Lorentz. Donc en fait, c'est toujours dans force de Lorentz, grand 2, petit 2, particules chargées dans un champ magnétique. Alors ici, l'idée, c'est que le champ B, qu'on va étudier, est un champ qui est uniforme. Donc il va être partout, il va être identique dans toutes les régions de l'espace, uniforme. Et nous allons également le choisir permanent, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du temps. Et donc ce champ magnétique, on va le mettre sur l'axe Z, et on va l'appeler B0. Donc voilà mon champ magnétique. Il est uniforme, il vaut B0, ici, là, partout et tout le temps. Donc uniforme et permanent. Alors on a défini une direction verticale, il faut compléter avec un autre système de deux axes, X et Y. Voilà, et les conditions initiales. On va mettre la particule à l'origine, à l'instant t égale 0. À t égale 0, la particule est au point O. Et puis, elle possède une vitesse, V, 0, qui est égale à V perpendiculaire 0, 0, VL 0. C'est-à-dire que le vecteur vitesse a une composante sur l'axe Z, qui est l'axe sur lequel on a le champ magnétique, je l'appelle VL0. Par contre, je prends une composante de la vitesse initiale nulle sur l'axe Y, et j'appelle V orthogonale 0, la composante du vecteur vitesse initiale sur l'axe X. Et je vais appeler, on appelle V orthogonale à un instant quelconque, Vx fois Ux plus Vy fois Uy. Et donc, c'est-à-dire que c'est la projection du vecteur vitesse dans le plan X ou Y, qui est le plan qui est orthogonal à la direction du champ. Comme la direction du champ est importante dans le problème, j'appelle V orthogonal le plan qui est orthogonal à la direction du champ. Voilà, alors l'idée ici, c'est de regarder, avec ces conditions initiales, la force de Lorentz comme seule force qui s'applique sur la particule de charge Q,
c'est de regarder la trajectoire de la particule. Elle va être très particulière, et donc on va le démontrer par l'application du principe fondamental de la dynamique, et puis par des considérations qui sont des considérations de mécanique du point que vous avez vues au premier semestre. Alors, l'idée ici déjà, c'est quelque chose qui est très important. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique en version différentielle. C'est-à-dire que je vais écrire que DEC sur DT, ça c'est en fait la puissance cinétique, hein, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Théorème de l'énergie cinétique, on sait que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures appliquées au point. Donc ici, puisqu'on fait la dérivée de cette énergie par rapport au temps, on obtient la puissance, le travail de la force devient puissance de la force, et donc ça donne F scalaire V, où F est la seule force qui s'applique sur cette particule, c'est-à-dire c'est la force de Lorentz. Je suppose qu'il n'y a pas de champ électrique ici. Et je néglige le poids de la particule, parce que dans les problèmes électromagnétiques, on sait que le poids est toujours dans un rapport typiquement 10 puissance 10, plus faible que les forces électromagnétiques. Force de Coulomb, force de Lorentz vont être typiquement 10 fois 10 puissance, 10 puissance 10 fois le poids qu'on peut donc considérer ici tranquillement comme étant négligeable. Or, cette force de Lorentz, CQ V vectoriel V, tout ça scalaire. Alors, ici, on voit tout de suite un résultat important qui est tout à fait spectaculaire, important et spectaculaire. V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire AV et AB. AV et AB. Et donc, ce vecteur-là qui est perpendiculaire à V et AB, quand on fait le produit scalaire avec V, évidemment, ça donne 0. Quels que soient les vecteurs, A vectoriel B scalaire A ou B d'ailleurs, ça fait 0, parce que ce vecteur-là, il est perpendiculaire respectivement à V et à B. Donc ici, égal 0. Ça veut dire clairement, puisque la dérivée de l'énergie cinétique est nulle, ça veut dire que l'énergie cinétique égale une constante. En d'autres termes, la force de Lorentz ne peut pas modifier l'énergie cinétique de la particule, c'est-à-dire sa vitesse en norme, son V carré. Impossible. Par contre, elle peut dévier la particule. Elle va la dévier, mais sans pour autant changer son énergie cinétique. Alors que le vecteur champ électrique, lui, était capable d'accélérer les particules. Vous avez probablement fait des exercices type accélérateur de Van der Graaf, où on donne de l'énergie cinétique, ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules, on donne de l'énergie cinétique avec des hautes tensions qui génèrent des champs électriques importants. La force de Lorentz ne fait pas ça, elle ne travaille pas, son travail ou sa puissance est nulle, donc elle va modifier la trajectoire, la direction, sans pour autant modifier l'énergie cinétique. Alors comme cette énergie cinétique, initialement, c'est 1 demi de m, alors V au carré, on regarde ici les conditions initiales, ça fait V perpendiculaire 0 au carré plus Vn0 au carré. Voilà, c'est sa valeur initiale, donc ici on ne va pas mettre de valeur numérique, hein. On pourrait mettre des valeurs numériques, mais on ne va pas le faire. Et pour un instant quelconque, lorsque le vecteur vitesse, on va changer de plateau, lorsque le vecteur vitesse sera quelconque, donc ici on aura le vecteur vitesse qui sera égal à Vx, Vy, Vz que j'appelle V longitudinal, on aura donc l'énergie cinétique est égale à 1,5 de m
Vx carré plus Vy carré plus Vl carré, et qui sera égal à donc, la valeur qui figure là-haut, 1 demi de m, V orthogonal 0 au carré plus Vl0 au carré. Voilà, alors ça on garde précieusement sous le coude, et maintenant on va appliquer, on a entièrement déterminé la force appliquée, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique. Alors ça donne tout simplement, donc principe fondamental de la dynamique, alors on va le projeter directement sur les axes, mx point point, my point point, mz point point. Ça c'est les trois composantes de l'accélération, égale Q, alors V, on a dit Vx, Vy, Vl, vectoriel B, or B, c'est 0, 0, B0. Là, ça nous permet, petit calcul simple, nous permet de revoir comment on calcule un produit vectoriel quand on connaît les trois coordonnées de chacun des deux vecteurs dont on fait le produit vectoriel. Donc ça donne, la façon de procéder, je commence par éliminer la ligne qui correspond à la composante que je veux calculer, et je fais le produit en croix, donc Vy fois B0, et puis comme il y a Q devant, ça fait Q, B fois B0 fois Vy. Ça c'est pour la première coordonnée avec Q qui est à l'extérieur. Ensuite j'élimine la deuxième ligne, je fais le produit en croix, et je n'oublie pas de mettre un signe moins devant. Donc ça fait moins Q B0 fois Vx, hein, moins Q fois Vx fois B0, et pour la troisième ligne, on a Vx fois 0 moins Vy fois 0, donc ça fait 0. Donc ici, vous avez appliqué le principe fondamental de la dynamique, mais sur chacun des trois axes, x point point, ou ici on aurait pu mettre V point, tout à l'heure on va le faire, c'est Vx point, en fait, Vx point, Vy point, Vz point. Donc peut-être on peut l'écrire ici. Donc ça fait m fois Vx point, m fois Vy point, et m fois Vl. Très simple. Il faut être rigoureux, pas se tromper dans les signes, ça peut toujours nous arriver, hein. Une erreur de signe est vite arrivée. Et donc on va tout de suite en tirer une conséquence immédiate, que vous voyez clairement sur les trois équations. Vl point égale 0. Ça veut dire que Vl est une constante. Donc Vl point égale 0 entraîne Vl en fonction du temps est égal à une constante, c'est-à-dire Vl0, puisque vous voyez que la valeur initiale en t égale 0 de Vl c'est Vl0, et ça veut dire que, en fait, dans le mouvement, la particule garde une vitesse longitudinale qui est constante, qui est celle de l'instant t égale 0. Alors si maintenant on revient à la conservation de l'énergie cinétique, 1 demi de m V orthogonal au carré plus Vl au carré, à un instant quelconque, hein, le V orthogonal au carré étant égal à Vx carré plus Vy carré, puisque ça c'est constant, on vient de démontrer que Vl est constant ici, on vient de démontrer que Vl est constant, ça c'est constant, l'énergie cinétique est constante, donc V orthogonal au carré est constante aussi. On a Vx au carré plus Vy au carré égale une constante. Bien sûr, on va préciser tout ça, on va établir ensemble les lois horaires de Vx en fonction du temps, de Vy en fonction du temps, et on va en déduire quelque chose pour la trajectoire de la particule. On peut déjà annoncer qu'en fait la particule va avoir un mouvement hélicoïdal.
hélice gauche ou droite, selon que la charge Q est positive ou négative. Bon, alors maintenant réécrivons les deux équations différentielles. M Vx point égale QB0 Vy et M Vy point est égal à moins QB0 Vx. En fait, vous voyez que c'est le système d'équations qu'on obtient, qui vient de l'application du principe fondamental de la dynamique. La troisième équation, on l'a déjà exploitée, il reste à exploiter ces deux-là. Et on constate qu'on obtient un système d'équations différentielles couplées. Parce que dans les membres de gauche, on a en haut x et y, qui sont respectivement égales, en fait, à Vy et Vx. Donc en fait, le système d'équations différentielles est dit couplé. Les deux axes x et y sont intriqués, sont couplés entre eux. Et du coup, la résolution d'un système d'équations couplées, c'est un tout petit peu plus compliqué que si on a affaire à deux équations différentielles d'une première ordre qui ne seraient pas couplées. Alors, on va y aller. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Voilà, il faut... Peut-être vous en avez vu différentes encore. Moi, je vais en choisir une. De toute façon, ici, elles ne sont pas bien méchantes. Et l'idée, c'est que ça se découple très très simplement, ici, en dérivant ces deux équations par rapport au temps. Donc ça me donne... Donc je dérive Vx point, ça me donne... Le m, je vais le faire passer de l'autre côté. Ça me fait Vx point est égal à QB0 sur m fois Vy point. Or, Vy point, je l'ai là. C'est moins QB0 sur m fois Vx. Alors, en fait, ça me donne finalement moins oméga carré fois Vx si on pose oméga égale Q fois B0 sur M. Et on va voir tout à l'heure, on peut déjà plus ou moins deviner, regardez, Vx point plus oméga carré Vx égale 0, ça ressemble à une pulsation. C'est pour ça que je l'ai posé oméga, en fait c'est dimensionnellement, c'est une pulsation. Et du coup, on va dériver aussi la deuxième. Ça fait Vy point est égal à moins oméga fois Vx point. Et Vx point, il est là, c'est oméga fois Vy. Donc ça fait finalement moins oméga carré fois Vy. Ça veut dire que finalement, le système d'équations différentielles couplé se résout assez facilement, le découplage, et on tombe sur deux équations différentielles, sauf qu'elles sont du second ordre. Elles sont du second ordre, c'est un peu plus compliqué peut-être que les équations du premier ordre, mais au moins elles sont découplées. Vx point plus oméga carré Vx égale 0, Vy point plus oméga carré Vy égale 0. Donc il faut résoudre ça. Alors ça pose aucune espèce de difficulté, on va y aller. Donc on a dit Vx point plus oméga carré Vx égale 0. Ça, vous connaissez, ça se résout en Vx du temps, pour tout le temps, qui est égal à une constante c fois cosinus oméga t. Alors, je peux l'écrire, vous savez qu'il y a deux constantes d'intégration, puisque c'est l'équation du second ordre. Je peux l'écrire c cosinus oméga t plus phi, c'est une première façon de décrire la solution, avec c et phi comme constante d'intégration.
mais je peux aussi écrire un cosinus plus un sinus. C'est pareil, dans cette circonstance, c'est un petit peu plus facile à résoudre. Et la deuxième équation différentielle, c'est la même. Ça donne Vy de t égale E fois cosinus oméga t plus F fois sinus oméga t. Alors, j'ai pas choisi des constantes A et B à cause de B, champ magnétique, hein, pour pas qu'il y ait de confusion avec le champ magnétique. A priori, E et F, a priori, sont différents de C et D, on va le voir tout de suite, à cause des conditions initiales. Vous savez que déterminer les constantes d'intégration, ça se fait en regardant les conditions initiales. Alors, allons-y, AT égale 0, Vx, et c'est ce que j'ai appelé V perpendiculaire 0, et quand je fais t égale 0 là-dedans, sinus de 0 ça fait 0, le d s'en va, il reste c fois égale c. Donc on a déjà c égale v perpendiculaire 0. C'est allé vite. Oui, mais il me faut une deuxième condition initiale, parce que j'ai deux constantes d'intégration. Pas de problème, je connais aussi la vitesse à l'instant initial. Donc, il faut d'abord que je calcule la vitesse sur cette expression littérale. Et du coup, quand je dérive Vx pour obtenir... oui, la deuxième condition, excusez-moi, la deuxième constante d'intégration, il me faut une deuxième condition initiale, ce n'est pas la vitesse, c'est l'accélération. Donc, Vx point à l'instant t égale moins c oméga sinus oméga t plus d fois oméga cosinus oméga t. Là, j'ai besoin de connaître, je vais faire t égale 0, je vais faire t égale 0, de façon à annuler la constante, enfin, avoir un 0 ici, auquel cas, un 1 ici, auquel cas j'aurai d fois oméga. Et si je connais le Vx point à l'instant t égale 0, du coup, j'en déduis d. Seulement, a priori, je ne sais pas, sur mon schéma, c'est pas évident quelle est l'accélération initiale, je n'ai pas précisé. Je n'ai pas précisé ici, dans mon schéma, quelle est l'accélération initiale. En revanche, j'ai ces équations-là, qui sont toujours vraies. Ça, c'est des équations instantanées. Donc ici, je n'ai pas mis fonction du temps, mais je peux très bien appliquer t égale 0 à gauche et à droite. Or, v de y, la composante sur y, la vitesse, en t égale 0, c'est 0. Excusez-moi, c'est là. La composante en y de la vitesse à t égale 0, elle est nulle. Donc, ça veut dire que je fais t égale 0, j'obtiens Vy en t égale 0 qui est nul, donc Vx point en t égale 0 égale 0. Donc, finalement, ça fait d égale 0. Parce que le sinus oméga t égale 0, ça fait 0. Et ensuite, d oméga fois 1 est égal à 0, donc d est nul puisque oméga est nul. Ensuite, il me faut, donc on est d'accord, hein, Vx, fonction du temps, il reste simplement V orthogonal 0 fois cosinus oméga. Je vais écrire Vx est égal à V orthogonal 0 fois cosinus oméga t. Ensuite, Vy à t égale 0. Alors ici, ça fait E fois cos oméga t qui vaut 1, est égal à E. Et la vitesse, on l'a dit tout à l'heure, elle est nulle à l'origine.
Donc, on a directement E égale 0. Et pour obtenir la deuxième constante d'intégration ici, eh bien, il faut d'abord dériver cette expression. Regardez ce que vaut Vy point à l'instant t égale 0. Et on en déduira, puisque les sinus et les cosinus auront des valeurs particulières, on en déduira f, puisqu'on sait déjà que E est égal à 0. Donc, quand je dérive sachant que E est nul, le oméga sort, ça donne f fois oméga, fois cosinus oméga t. Et quand on fait t égale 0, je vais mettre ici à t égale 0, ben ça me donne finalement f fois oméga plus la technique de cosinus 0. Et que vaut f, la vitesse de y point à l'instant initial? Eh bien, on regarde de nouveau nos équations couplées. Vy point à l'instant initial, à la constante près, c'est moins oméga, puisque m, quand on passe ici, ça donne moins oméga, fois Vx à l'instant de V, qui vaut V orthogonal 0. Donc ça fait finalement moins oméga fois V orthogonal 0. Et donc, f est égal à moins V orthogonal 0. C'est par conséquent Vy fonction du temps, ça me fait, c'est là-haut, moins V orthogonal 0 fois sinus oméga t. Voilà, alors on a trouvé V de x est égal à V orthogonal 0 fois cos oméga t, V de y est égal à moins V orthogonal 0 de sinus oméga t. Ça veut dire que si on trace ces vecteurs vitesse dans le plan x au y, auquel cas le champ magnétique est dirigé dans ce sens-là, on peut facilement montrer, on pourrait à la limite intégrer les deux équations pour obtenir x en fonction du temps et y en fonction du temps. C'est assez facile. Et en fait, on peut montrer que selon le signe de la charge, dans le plan x ou y, la particule elle va tourner dans le sens trigo direct, en montant le champ magnétique, et puis sinon elle tourne dans le sens antitrigonométrique, toujours en montant le champ magnétique, parce que je rappelle que cette composante ici, on l'a mise de manière à ce que la charge remonte le champ magnétique, et cette composante est constante. Donc voilà, donc on a un mouvement circulaire uniforme dans le plan qui remonte Z pour Q positif, et puis inversement pour Q négatif. Mais la particule, elle a comme trajectoire une hélice. Et donc on va tout de suite, en TD, on terminera, à partir de là, on terminera les équations de mouvement, et on terminera tout ça proprement. On va tout de suite regarder une application, alors qui date un peu, c'est le cyclotron. Il a été inventé dans les années déjà très tôt, dans les années 1920. En gros, c'est deux demi-cercles, comme ça, légèrement décalés. Voilà. Là-dedans, on met du champ magnétique. Dans cette zone, on met du champ électrique. Si bien que la particule est accélérée linéairement. Elle arrive ici avec une vitesse un petit peu supérieure à la vitesse qu'elle avait ici. Et là, il n'y a pas de champ électrique, il n'y a plus de champ magnétique. Donc ici, la particule elle a un mouvement circulaire uniforme. Donc on se débrouille pour qu'elle ressorte ici proprement horizontale. Là, on a à nouveau un champ électrique, mais de sens différent. Donc elle est réaccélérée ici. Et là, le champ magnétique fait tourner. Et puis, en fait, à chaque demi-tour, on accélère la particule avec du champ électrique. Et dans les 2D, on la fait tourner. Évidemment,
puisque le rayon du cercle, il est en mv sur qb. Et donc au fur et à mesure que la vitesse augmente, le rayon augmente, donc en fait ça veut dire qu'on commence ici, et au fur et à mesure que la particule tourne, elle prend de la vitesse, et à un moment donné, grâce aux accélérations successives, elle peut devenir éventuellement très importante. Voilà en gros le cyclotron dans les années 20 qui a permis de faire les premières disons, manips avec des particules de relativement haute énergie.